Lily Lapin, Le secret d'une vie heureuse, un roman pas tout à fait pour des enfants, de Boris Krieger. René Descartes m'a dit qu'on ne saurait rien imaginer de si étrange et de si peu croyable qui n'ait été dit par un philosophe. Mais j'essaierai. Krieger. Préface. En fait, la question « Qui sommes-nous » existe depuis le jour de la création. Après avoir sali ses mains dans l'argile, notre Seigneur a moulé le museau barbu d'Adam, et tandis que ce petit gars avait à peine ouvert ses yeux, il s'accrochait déjà à la barbe de Dieu et demandait « Qui suis-je » Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a toujours pas répondu. Peut-être a-t-il été offensé, ou pense-t-il toujours à la question? De ce fait, naturellement, on s'attend à la question légitime. Qui est Lily Lapin? Je vous le présente avec la conversation explicative suivante, parce que les lecteurs aiment en effet les livres avec beaucoup de conversations et d'images, et je ne veux pas vous décevoir dès la première page. Qui est Lily Lapin? Nous n'avons pourtant jamais entendu parler de lui. Est-ce important d'écrire sur lui, ou pire encore, de lire des romans sur lui? Oui. A-t-il tué 50 millions de personnes? Non. Mais a-t-il participé à des massacres? Toujours non. A-t-il inventé la bombe atomique? Non. A-t-il laissé tomber une bombe atomique? Celui qui a laissé tomber la bombe atomique a récemment été déclaré héros par Time Magazine. Il a rappelé avec regret le jour où il a mangé l'ananas Jell-O, et depuis, il ne peut plus en manger. Essayez d'imaginer. Ce type a 80 ans maintenant, et il a passé presque toute sa vie sans ananas Jell-O. C'est une vraie tragédie humaine. Non, Lily Lapin n'a pas laissé tomber une telle bombe. Peut-être Lily Lapin est ce genre de type barbu, comme Karl Marx, qui invente ce genre de théorie qui fait presque s'étrangler 2 continents? Non. Bien, vous nous excuserez, mais cette personnalité n'est pas assez importante, parce qu'il est nécessaire d'assassiner un certain nombre d'âmes pour être considéré comme un grand héros ou même une figure historiquement significative. Je pourrais arguer du fait que Lily Lapin est un caractère ordinaire, avec les vertus de n'importe qui, et qui essaye avec succès de vivre une vie heureuse. Mais vous ne m'écouterez pas. Vous tourneriez les pages. Mon roman ferait les poubelles. Vous marcheriez dessus toute votre vie, ou le feuilleteriez les jours ouvrables, entre les embouteillages et les machines à laver, mon roman s'avérant être sans importance. Lisez donc ce qui suit. Il y a toujours un problème minuscule. Pourquoi n'êtes-vous pas tout à fait heureux de votre vie? En France, les gens sont moins heureux que dans de nombreux pays africains. Non-sens? Hélas, c'est un fait scientifique. Quelle est la raison à cela? La différence principale, c'est qu'en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas de toilettes. Alors, si nous détruisons les toilettes à Paris, deviendrons-nous plus heureux? Je n'en suis pas si sûre. Un nouveau roman peut-il changer cela? En fait, vous ne vous rendez pas compte que les romans guident votre vie. Ne voyez-vous pas dans la rue des Harry Potters porter leur balai, des Quasimodo se reposant sur un banc public, des capitaines Nemo se cachant quelque part dans les égouts de la ville? Chacun de nous choisit dans son subconscient un caractère à partir d'un roman lu dans son enfance et il boitille avec toute sa vie. Vous pourriez dire que la génération actuelle n'aime pas les classiques. Ils lisent simplement les nouveaux romans ou visionnent juste des films, ce qui a le même effet. Ces livres et ces films règlent aussi nos vies. Les romans édités aujourd'hui affecteront demain les personnes que vous rencontrerez dans les rues de Paris. Bientôt, vous verrez les clones de Daniel et Marie
donnant leurs commentaires uniques. Leur créateur, Michel Houellebecq, a écrit ceci. Tout écrivain, c'est vrai, peut à l'occasion être amené à manipuler des forces dangereuses. L'infernale puissance de la littérature à créer un univers ne va pas sans contrepartie. Il y a toujours un prix à payer. En fait, c'est un roman pour vous. Il traitera vos inquiétudes, fera partir votre douleur dorsale et vous aidera à travailler une perspective d'avenir plus saine. Évidemment, si vous tombez malade à la fin du livre, il sera déjà trop tard pour vous aider. Lily Lapin est un héros très positif. C'est pourquoi vous devez octroyer des minutes précieuses de votre existence inestimable à la lecture de mon livre. Ainsi, les efforts de vos professeurs ne seront pas vains. Votre professeur de français, une certaine Madame Besson, n'a pas dormi toute la nuit en passant en revue vos travaux. Vous êtes en effet la dernière génération qui peut lire. Je ne veux pas dire des graffitis sur les murs. Je parle d'un texte plus long qu'un PV invariable. Quoi qu'il en soit, Dieu a oublié de nous donner des instructions sur la façon dont nous sommes censés nous employer. Ainsi, nous pouvons être excusés, au moins pour la lecture. Lily Lapin, ce pourrait être vous, mais sans cette vie de chien, le travail qui tue, le salaire misérable, le gruau brûlé, l'amour caoutchouc, la conscience d'argile, l'âme de guêtre, l'enfance malheureuse, les jouets en bois, le doigt dans le verre de jus dans le jardin d'enfants, de sorte que le voisin ne le boive pas, les taches dans votre bloc-notes, la crème glacée tombée au trottoir, les claques des camarades de classe, les bateaux de Jules Verne qui ont largué les amarres sans vous, le mariage pathétique, ou la pression en certaines circonstances, jusqu'à fumer le tabac en sous-sol, mais non seulement. Les petits-enfants irrespectueux, négligeant le vieux mort trop tôt, solitude dans la foule, et également, naturellement, la déception principale de votre vie entière, celle que vous choisirez, et autres ennuis insignifiants. Lily Lapin pourrait être vous, si naturellement vous ajoutez à votre vie un plein godet, les jours ensoleillés, de gruau de semoule, avec de la confiture de framboise, une amitié avec un nounours, un certain bon sens, un certain sens de l'humour, une certaine satire pointue, un certain joyeux rire, un certain rire non restreint, avec des mains se balançant, et les pieds tapant sur le plancher. Ha ha ha. Chapitre 1. Lily Lapin et Lily Ours. Lily Lapin a longtemps recherché un vrai ami, et finalement, il l'a trouvé. C'était Lily Ours, une sorte d'ours jouet, mais bien plus instruit et poli. Vous pourriez dire que les ours jouets ne sont pas très bavards et tendent toujours à tomber sur le côté. C'est vrai. Ce Lily Ours, également, était toujours affalé d'un côté, essayant de s'ajuster lui-même sur les bancs, sofas, fauteuils ou, de manière plus générale, à tout ce qui permettait de s'étendre dessus avec un degré raisonnable de confort. On ne pourrait pas le déclarer muet ou bavard. Les deux seraient faux. Parfois, il gardait le silence, certes, mais soudain, il se mettait à bavarder. Et je suis témoin de Dieu, il n'était pas facile de le rendre muet. À de tels moments, Lily Ours essayait de dire d'un seul trait tout ce qu'il avait en tête. À tel point qu'on aurait pu penser qu'il préparait un chorus de Lily Ours parleurs. Jusqu'ici, la science conventionnelle n'a trouvé aucune explication raisonnable sur la possibilité qu'a Lily Ours d'émettre des bruits comme un chorus. Il est vrai que ce n'est pas le seul domaine dont la science conventionnelle éprouve certaines difficultés à expliquer les choses. Lily Ours parlait spécialement beaucoup s'il se plaçait sur quelque chose d'humide.
Cela s'était produit plusieurs fois dans l'étang ou le bain, et il devenait alors si bavard qu'il pouvait lier amitié avec n'importe qui, autant qu'il le souhaitait. C'est pourquoi Lily Ours évitait d'employer toutes les serviettes après un bain, ne voulant pas perdre toutes ses possibilités à terminer une phrase qu'il aurait commencée en étant humide. Je dois dire que Lily Ours devenait encore plus terrible quand il se reposait sur quelque chose de froid, comme un banc légèrement recouvert de neige. Il pouvait alors aller même plus loin. Écrire un vers sous forme de chanson, par exemple. Voici une des chansons que Lily Ours a écrites pour Lily Lapin, avec l'aide de tous les habitants de la maison. Nous aimons beaucoup notre lapin et notre maison que nous possédons, parce que notre lapin nous traite avec le bouillon et parfois il nous donne même du vin. Il travaille toujours dur, mais il n'est jamais fatigué. Et quand il travaille, c'est un plaisir à voir. C'est vrai, depuis que ce vieux monde s'est créé, il n'y a pas pour lui de meilleur espoir. Marcher avec le courage vers un meilleur avenir. Nous t'aimons et nous aimons tes chats. C'est si important encore pour devenir le meilleur lapin que le monde possédera. Lily Ours avait regardé sa poésie et pensé « Je l'aime, mais si je puis utiliser l'anglais pour l'expression de mon amour à Lily Lapin, pourquoi ne l'emploierais-je pas ? Bien que la langue française soit meilleure pour exprimer l'amour, de nos jours dans la province profonde, chacun doit parler anglais. Parce qu'il y va ainsi. Malheureusement, beaucoup d'habitants qui parlent anglais envahissent les petits villages français et ils ne font aucun effort pour apprendre le français. Ainsi, quelqu'un doit trouver un compromis, et Lily Ours a pensé qu'il devait montrer l'exemple de la vraie hospitalité. Imaginez ce que vous allez dire quand nous devrons tous apprendre le chinois. J'ai déjà appris le chinois. Au moins 2 expressions qui m'aideront à survivre. Je vois déjà que vous ne me croyez pas. Eh bien, voici. Wo yao shi signifie je veux manger. Et puis, wo yao he signifie je veux boire. Je n'ai pas écrit la 2e expression en chinois, parce que je ne veux pas que mon livre soit considéré comme un dictionnaire. Savez-vous que la langue chinoise est peut-être même meilleure que le français pour exprimer l'amour ? Même si vous demandez de la nourriture en chinois, cela ressemble bien à des chuchotements érotiques. Wo yao shi. Écoutez le bruit que cela exprime. Yao. Avec les gémissements qu'aiment mugir les tigresses indolentes. Cela vous excite-t-il ? Bien, essayez encore, et vous y arriverez. Un de mes amis m'a indiqué qu'il savait dire bonjour et au revoir en chinois. Nous avons décidé d'agir ensemble au cas où le monde tournerait pour devenir bientôt chinois. Il sera mon département des relations publiques. Il dira en chinois bonjour, juste pour rendre la conversation plus polie, et je dirai je veux boire et manger, et il dira au revoir. Je pense que c'est un excellent plan pour notre survie. Ne croyez-vous pas ? C'est beaucoup plus facile d'essayer de faire plus d'enfants que de les enseigner à travailler dur, comme seuls les Chinois savent le faire. Quoi qu'il en soit, notre Lily Ours n'a pas appris le chinois, âme faible, mais il a appris l'anglais pour faire face à l'invasion. Et puis il a également écrit une chanson pour Lily Lapin en anglais. We love Lily Bunny and both of his slippers, and this nice household that we gladly possess, because Lily Bunny is the one who can feed us, 2 parrots, and armful of cats. He always works hard, but he never gets tired. He shuts any trouble once and for all. You can't find a person who's equally kind. Such goodness may save our world. Keep walking with courage in your furry slippers, and always with an armful of your stupid cats. We cannot express our love any deeper
We love you as much as it possibly gets. Lily Ours n'a pas tout à fait compris cette poésie, parce qu'il ne connaissait pas l'anglais. Oui, j'ai dit qu'il l'avait appris, je n'ai pas dit qu'il le savait. Apprendre et savoir sont deux choses très différentes. L'étude est le processus, et savoir est le résultat. Malgré tout, l'écriture réussie de cette chanson dans 2 langues a encouragé Lily Ours. Qui sait qui viendra bientôt dans nos villages? Peut-être les gentils types qu'on appelle les nouveaux Russes? Vous connaissez Balzac? Vrai? Balzac a osé appeler de tels types nouveaux riches. Mais où est-il, Balzac, maintenant? Il ne faut pas les appeler de cette façon, mais plutôt « chers visiteurs ». Ces chers visiteurs parlent russe à Paris, comme ils parlent à Moscou. Ils pensent habituellement que s'ils parlent plus fort et plus lent le russe, il sera plus facile de les comprendre. Mais où est la vieille première vague de l'immigration russe? Ah, nostalgie, nostalgie. Eh bien, dit Lily Ours. Il disait toujours « Eh bien » à tout bout de champ, juste pour un meilleur ressenti. Mais il n'a pas dit « Eh bien » comme d'habitude, avec une marque d'exclamation, comme aurait fait n'importe qui. Il l'a dit avec un point final, voulant se montrer ainsi plus convaincant. Quand Lily Ours lisait chacune des 3 poésies aux habitants de la Lily Maison, il faisait quelques pâles efforts pour commencer à l'applaudir. Mais ces efforts étaient trop désespérés pour persister. Il est vrai que les habitants de la Lily Maison n'ont pas appris beaucoup de langues. Mais Lily Lapin a applaudi fort avec ses mains et a embrassé Lily Ours, car il aimait son ami. Seul un vrai ami peut vous écrire une poésie dans 3 langues qu'il ne connaît pas tout à fait. La vérité, c'est qu'il n'est pas obligatoire de savoir une langue afin de l'employer. Il y a tant d'autres manières de s'exprimer, sans utiliser n'importe quelle langue pour tel ou tel but. D'ailleurs, Lily Ours connaissait tant d'autres manières pour s'exprimer, en riant, en battant, en toussant, en éternuant, en bâillant, et même en pétant. Oh, je suis désolée, je n'étais pas censée dire cela, mais c'est trop tard. Le chausson gauche de Lily Lapin regardait au-dessus de mon épaule ce que j'étais en train d'écrire, et quand il a vu ce mot, il est devenu fou et a proclamé un nouveau slogan. Liberté de paix! Liberté de paix! Et je n'ai rien pu faire afin de l'arrêter. Oh mon Dieu, mon bon Dieu! Comment ai-je pu employer un mot si vulgaire dans ma noble écriture? Bien, nous avons toujours l'espoir que l'éditeur supprimera le passage entier. Vous savez, supprimer est une sorte d'action beaucoup plus créatrice que l'écriture, puisque quand vous écrivez, vous n'avez pas beaucoup de choix. Ce qui est à écrire doit être écrit. Vous êtes juste le correspondant de votre cœur, exactement comme Lily Ours. Mais quand quelqu'un a la faculté de supprimer, oh, c'est une puissance démoniaque. On peut dire que supprimer est plus influent même que l'écriture. Ainsi, si vous pouvez lire encore tout ceci, blâmez l'éditeur, pas moi. Après tous ces efforts linguistiques du côté de Lily Ours, comment Lily Lapin ne pourrait-il pas se considérer comme son meilleur ami? Il a même donné un présent à Lily Ours, un petit anneau mignon avec une inscription à l'intérieur. Pour l'amour et l'amitié. Lily Ours était si heureux qu'il a enfoncé 2 bâtons à terre dans son arrière-cour et il a commencé à jeter l'anneau en essayant de baguer le bâton. Il a marqué un bâton « la mûre » et sur l'autre « l'amitié ». Lily Ours utilisait en effet cette façon pour orthographier les mots « l'amour » et « l'amitié ». Il faut avouer qu'il était descendant direct de l'honorable Winnie the Pooh, et comme tous ses descendants, il souffrait de légères difficultés dans l'orthographe.
J'ai souvent cru que l'orthographe allait s'éteindre par la prochaine génération. Mais des ordinateurs l'ont sauvée, avec leur option contrôle orthographique. Désormais, nous n'avons même plus besoin de nous rappeler l'orthographe exacte des mots, même simples, afin d'être considérés comme des personnes instruites. Rabelais n'a pas eu un tel luxe. Âme faible. C'est probablement pourquoi ces textes originaux ressemblent à l'écriture d'un bambin de 6 ans. Depuis que l'ordinateur sait examiner mon orthographe pour m'assurer, je suis devenu un grand défenseur de l'orthographe conventionnelle pour la langue française. Pouvez-vous imaginer, après la génération des éruptions du professeur et les claques, combien de mots français continuent leurs lettres sanglantes? Avec regret, maintenant, les professeurs ne battent plus leurs étudiants. Ils ont trouvé des moyens plus raffinés pour humilier leurs étudiants. Nous devons admettre que ceci constitue un progrès substantiel dans le système éducatif. Mais cela ne rend pas l'orthographe moins sanglante. Ils ont abrogé aux jeunes semelles le droit d'instruire. Mais l'anglais n'est pas meilleur. Heureusement, le français n'a pas trop acquis de racines allemandes, comme pour l'anglais. Mais avec les racines latines, nous avons aussi la possibilité de nous amuser beaucoup. Qui sait, peut-être les racines historiques de l'orthographe allemande en anglais ont causé bien plus de dommages que la machine militaire allemande. Lily Ours a ainsi suivi Lily Lapin et essayé de s'adapter là où il est possible de s'étendre. Lily Lapin a indiqué à Lily Ours: « Vous vous étendez trop longtemps et vous vous reposez trop souvent. » Lily Ours n'a pas discuté, ce qui signifiait qu'il était d'accord, et que cela convenait pour trouver le point d'entendement. Lily Lapin et Lily Ours adoraient les crêpes cuites au four, et qu'ils dévoraient en bas sur un petit cosy. Quand les crêpes étaient prêtes, Lily Ours commençait toujours à philosopher. C'est pourquoi cette sorte de philosophie a été promptement mise en valeur par des spécialistes. Philosophie de cuisine de Lily Ours. La philosophie de cuisine de Lily Ours. 1. Les crêpes sont meilleures que les brioches. 2. Les crêpes sont meilleures que les brioches, particulièrement parce que j'ai mangé toutes les brioches hier et que je mange les crêpes aujourd'hui. 3. Si je mange des gaufres, cela signifie qu'elles existent. Est-ce qu'autrement je mangerais maintenant? Et ce que René Descartes m'indique n'est pas important. Je pense donc je suis, pas vrai. Les gaufres ne doivent pas penser afin d'exister. 4. Nietzsche est un idiot. Voilà. Une fois, Jean-Paul Sartre écrivait même une lettre à Lily Ours concernant son 3e paragraphe de la philosophie de cuisine de Lily Ours. Mon cher Lily Ours, ma pensée, c'est moi. Voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. J'existe parce que je pense, et je ne peux pas m'empêcher de penser. En ce moment même, c'est affreux, si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. C'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire. La haine et le dégoût d'exister sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. Les pensées naissent par derrière moi comme un vertige. Je les sens naître derrière ma tête. Si je cède, elles vont venir là devant, entre mes yeux. Et je cède toujours. La pensée grossit, grossit, et la voilà, l'immense, qui me remplit tout entier et renouvelle mon existence. Lily Ours a répondu promptement. Eh bien. Et Jean-Paul Sartre s'est senti mieux. Naturellement, Lily Ours a eu autrefois quelques pensées fraîches, particulièrement s'il s'était donné du gruau de semoule avec la confiture framboise. Mais ces pensées fraîches étaient si simples que Lily Ours les a écrites directement avec la cuillère sur le gruau. Malheureusement, le gruau n'est pas une matière très fiable pour préserver des idées éternelles. Ainsi,
L'humanité doit accepter le fait qu'elle soit destinée à être satisfaite par les 4 lignes soutenues de Lily Ours, la philosophie de cuisine que nous avons déjà présentée avec respect. Chapitre 2. Lily Lapin et Monsieur s'il vous plaît. Monsieur s'il vous plaît est subitement apparu dans la Lily Maison. Lily Ours l'avait invité parce qu'il était célèbre pour ses vues ultramodernes et son excellente éducation. Lily Ours, qui a également lu son livre « Pourquoi les vues ultramodernes nous sauveront tous », a été très impressionnée par son érudition. Lily Ours a compris que Monsieur s'il vous plaît avait fait des rencontres très spéciales. Il connaissait Monsieur Presque Napoléon, le directeur de l'usine de saucisses, Monsieur Nouveau Robespierre, l'associé de Madame Guillotine, et Monsieur Pas Balzac, un auteur moderne très bien connu. Tous ces messieurs étaient les bons amis de Monsieur s'il vous plaît, lui-même historien et géographe. Lily Ours rêvait d'être présentée à cet entourage de vrais intellectuels, et il avait écrit cette lettre d'invitation à Monsieur s'il vous plaît. Cher Monsieur s'il vous plaît, nous vous invitons à notre Lily Maison. Nous prendrons le dîner. Au menu, salade olivier. Votre Lily Ours. Je n'aime pas des livres dans lesquels les auteurs mentionnent de la bonne nourriture, mais ne donnent jamais la recette et comment la préparer. Ce n'est pas dans ma mentalité. Je donne toujours la recette si je mentionne quelque chose de délicieux, selon mon humble opinion. La salade olivier a été inventée par le cuisinier français Olivier, qui en 1860 a ouvert le restaurant de prestige L'Ermitage à Moscou. La version contemporaine a considérablement dérivé de l'original, mais cela ne diminue en rien l'appréciation qu'ont de nombreuses personnes pour cette salade. Lily Ours a relu sa lettre et l'a mise dans l'enveloppe, puis il a essayé d'y joindre le timbre à l'effigie de la reine. Malheureusement, la reine a fait la grimace, car Lily Ours avait léché le timbre du mauvais côté, et elle a rayé l'endroit où il fallait lécher. Lily Ours s'est confondue en excuses, puis il a léché du bon côté, et la reine a souri. La reine et Lily Ours s'aimaient vraiment beaucoup. Nous devons avouer la vérité. Lily Ours a eu quelques légers problèmes avec ses envois de lettres parce qu'il n'aimait pas lécher l'arrière des personnalités imprimées sur des timbres. Une fois, il avait essayé de lécher le derrière d'un couple, mais il a aussitôt eu la nausée. Ainsi, il a tenté d'humidifier les timbres, mais les personnalités sur les timbres ont commencé à porter plainte à l'endroit spécialement prévu à cet effet. Ainsi, Lily Ours a été invitée à lécher les timbres comme tout le monde. Lily Ours choisissait les timbres avec la reine parce qu'il pensait que s'il devait lécher un timbre, ce ne pouvait être que celui de la reine. Combien de derrières de personnalités avons-nous léché depuis le début de notre longue histoire de l'ère du service postal ? Je pense que c'était un grand moment pour certains, surtout à cette période euphorique, de pouvoir lécher le derrière des VIP mondialement connus, mais aujourd'hui, avec le développement de la démocratie et de la liberté, tout un chacun peut à loisir lécher le derrière de n'importe qui, si, naturellement, son portrait est imprimé sur un timbre. Enfin, pas toujours. Monsieur s'il vous plaît fut très heureux de recevoir l'invitation de Lily Ours, parce qu'il avait pris connaissance des travaux philosophiques édités sous le titre Philosophie de cuisine, et il était très heureux de rencontrer en personne ce penseur distingué de notre époque, qui avait en plus pris soin de mentionner le nom de la salade dans sa lettre. Monsieur s'il vous plaît n'en était que plus enchanté d'accepter cette invitation. C'est pourquoi, dans la Lily Maison, personne n'a été étonné quand un jour Monsieur s'il vous plaît est apparu à la porte. « Voilà, voici, a-t-il dit. Payez le taxi s'il vous plaît. » Lily Lapin s'est activée vers le conducteur du taxi. Le montant des honoraires sur la facture était si importante qu'il a d'abord cru que c'était une date ou un numéro de téléphone. Hélas, c'était bien une facture.
Le conducteur a alors poliment expliqué que monsieur s'il vous plaît s'était souvenu à la dernière minute que ses amis du Québec Stand avaient préparé pour l'occasion des gaufrettes fraîches avec du sirop d'érable. Malheureusement, comme les routes directes étaient coupées, ils ont dû passer par l'Algérie, où ils en ont profité pour acheter des fruits frais, et, finalement, ils ont fait un saut par l'atoll de l'océan Pacifique, où son ami l'ambassadeur était traité pour la maladie du rayonnement, qui n'est pas du tout due à un coup de foudre. Cette maladie a été diagnostiquée la première fois dans l'atoll, quand les essais nucléaires ont augmenté de fréquence, et l'ambassadrice, qui n'a pas aimé dormir avec toute cette lumière, a commencé à se plaindre que la nuit, l'ambassadeur était trop brillant, et que cela avait brûlé le drap du lit en 2 endroits. Alors les médecins l'ont identifié en tant que maladie du rayonnement. À l'atoll, monsieur s'il vous plaît, le conducteur du taxi, Jacques à gauche, et l'ambassadeur malade ont mangé des gaufrettes et les fruits destinés à Lily Ours. Et donc, Jacques à gauche a dû refaire le chemin en sens inverse, de nouveau en Algérie et au Québec Stand, afin de compléter les réserves de fruits et de gaufrettes que monsieur s'il vous plaît a, par erreur, encore dévorées juste avant d'arriver chez Lily Ours. En outre, Jacques à gauche, contrairement à son associé Philippe à droite, était toujours tourné sur la gauche. C'est pourquoi le taxi a longuement tourné en rond dans le désert algérien et sur l'atoll, le compteur du taxi faisant tic-tac à n'en plus finir. Lily Lapin a payé le taxi avec sa carte de crédit parce qu'il ne pourrait pas refuser l'hospitalité à l'ami instruit de Lily Ours. Monsieur s'il vous plaît a couru en rond dans la maison à la recherche d'un tube pour appeler son épouse. Selon l'avis de monsieur s'il vous plaît, les téléphones communs distordaient tellement sa prononciation, le faisant presque passer pour un inculte, qu'il les rejetait totalement. Le fait est que monsieur s'il vous plaît était obligé d'appeler instamment madame s'il vous plaît, car elle était toujours inquiète quand son mari vagabondait quelque part. Surtout quand il voyageait dans le taxi de Jacques à gauche. Madame s'il vous plaît, étant déjà une très bonne amie bien introduite dans la Lily maison, Lily Ours a prêté à monsieur s'il vous plaît son télescope dont il avait sorti à l'avance le verre et le nid d'oiseaux où les perroquets effectuaient leur 2e lune de miel en observant notre univers. Ainsi, monsieur s'il vous plaît a utilisé le tube pour parler avec son épouse. Il faut dire que la famille s'il vous plaît n'habitait pas très loin, malgré ce que l'on pourrait penser en regardant la facture du taxi. Enfin, ils ont pu tous s'installer pour le dîner, et Lily Ours a entamé une conversation polie. « Monsieur, s'il vous plaît, » a demandé Lily Ours, « pensez-vous que des vues ultramodernes peuvent vraiment sauver notre monde ?»« Oui, naturellement. Les gens avec des vues ultramodernes sont toujours en avant-garde de notre nation. Tous mes amis, monsieur presque Napoléon, monsieur Nouveau Robespierre et monsieur Pas Balzac, essayent de transmettre nos valeurs à tout le monde. Mais moi, a soutenu Lily Lapin, je pense que le film Émilie, par exemple, a favorisé l'émancipation de notre culture vers le reste du monde, plus que toutes nos révolutions et nos armées. Est-il si dur de suivre des règles simples dans la vie pour que chacun puisse vivre heureux ? Quelle règle est intervenue le chausson gauche ? Très simple, a répondu calmement Lily Lapin. Respectez Dieu, que vous soyez croyant ou athée. Ne changez pas de croyance trop souvent pour ne pas être considéré comme incertain et contradictoire. Ne soyez pas dogmatique en insistant pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Essayez d'aimer des personnes et des animaux, même s'ils vous plaisent parfois. Ne travaillez pas trop. Prendre soin de garder des temps de repos sans être trop paresseux. Non seulement ne tuez pas n'importe qui, mais essayez de ne pas blesser n'importe qui. Non seulement par la force, mais aussi par des mots. N'agissez pas en porc, ni pour la nourriture, ni pour les liaisons amoureuses. Ne mentez pas tout le temps. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Si vous possédez quelque chose, partagez-le équitablement avec d'autres, sans vous blesser, ou ceux que vous avez aimés par le passé. N'est-ce pas le sujet des 10 commandements ?
demanda monsieur s'il vous plaît. Ils sont si vieux et dépassés. Si par le passé chaque personne avait suivi honnêtement ces règles simples, a déclaré Lily Ours, tout au long de l'histoire, chacun aurait vécu heureux. Mais le bonheur est juste une alchimie de notre cerveau, expliqua monsieur s'il vous plaît, en souriant. Prenez une pilule adaptée et vous serez heureux. C'est vrai, admit le chausson droit. La majeure partie des personnes de nos temps modernes s'évadent dans les pilules du besoin. Sans pilule, le monde sombre dans l'enfer des dépressions. Mais si les gens suivaient ces règles simples, chacun serait heureux sans pilule. Nous avons une idéologie culturelle très spéciale, affirma Lily Cathy, mais les gens gagneraient beaucoup s'ils acceptaient de nous écouter. Malheureusement, pour quelques obscures raisons, ils ne suivent pas. Oui, dit Lily Jacob. Plus de films comme Émilie qui montrent vraiment comment est mignonne notre vérité simple. Mais, commença notre meilleur auteur, pas Balzac. Monsieur, s'il vous plaît, interrompit Lily Lapin, pensez-vous que les enfants puissent entendre les déclarations de notre meilleur auteur? Non, acquiesça monsieur, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûre. C'est le problème, admit Lily Ours. Notre meilleur auteur écrit des choses que non seulement les enfants, mais aussi les adultes ne sont pas censés entendre. J'ai lu une plaisanterie au sujet des femmes sur la première page, et jusqu'à présent, je me sens comme si j'étais descendu dans le bas-fond des égouts. Ce n'est certainement pas une opinion commune en nos cercles, dit monsieur s'il vous plaît en bâillant. Je pense que notre monde est encore un adolescent, mais qu'il grandira bientôt, ricana Lily Lapin. Vous êtes si étrange, lança monsieur s'il vous plaît. Comment faites-vous pour survivre dans un monde moderne? Vous êtes un tel idéaliste. Il est parfois préférable d'être un idéaliste heureux qu'un égoïste dépressif, a conclu le chausson gauche. Chapitre 3. Lily Lapin et son éponge. Être aristocrate, ce n'est plus une attestation d'origine et de sang noble, ou d'une délicieuse enfance et une superbe éducation. Désormais, il est possible de rencontrer un aristocrate dans n'importe quelle classe sociale. Les ouvriers, les paysans, et même les éponges, les tubes de pâte dentifrice, les ciseaux de manucure, et en particulier, cela va de soi, les écrins de poudre. J'ai personnellement eu l'honneur d'en connaître un remarquable, qu'exceptionnellement j'évoque ici, qui vit dans la poche secrète de la bourse de Lily Lapin, et qu'il n'a pas beaucoup utilisé pour se poudrer le nez, et exclusivement pour d'élégantes conversations. Mademoiselle Écrin de Poudre a été présentée par Lily Ours en tant que bonne vieille amie de la famille de la grand-mère de Lily Ours, qui elle-même avait été présentée à Mademoiselle Écrin de Poudre à l'exposition internationale de Paris en 1937. Assez âgée, Mademoiselle Écrin de Poudre vivait depuis isolée. Célibataire et jolie, mais jugée trop vieille pour vivre dans la boîte des jeunes jouets de Lily Ours, qui était tout à fait intolérant. Mademoiselle Écrin de Poudre a favorablement consenti à accepter la proposition de se ranger dans la bourse de Lily Lapin, où elle a trouvé des appartements modestes mais confortables. L'éponge de Lily Lapin était également aristocrate. Lily Lapin n'osait donc pas une telle insolence, employer ses services comme une éponge ordinaire. D'ailleurs, Lily Lapin avait l'habitude de se savonner avec l'éponge de Lily Ours, qui ne l'employait de toute façon pas souvent lorsqu'il se baignait dans l'étang. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de dire que Lily Ours avait constamment exigé l'achat d'une autre éponge, surtout qu'il l'avait même vivement protesté, car certains braves gens l'avaient utilisée pour nettoyer les murs du Kremlin à l'époque communiste de Moscou. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de braves gens pour faire cela, ce qui peut signifier la victoire totale de la liberté en Russie. Les murs de Lily Maison ont été recouverts de briques rouges style Kremlin. Ainsi, Lily Ours avait placardé une affiche « Éponge à l'ours !» Fort de cela, il avait proclamé le slogan révolutionnaire « Une éponge à l'ours !»
Une éponge à l'ours. Le mot éponge étant prononcé de manière entraînante. Éponge. Pris de pitié, Lily Lapin avait fini par lui acheter une nouvelle éponge, après quoi Lily Ours a immédiatement perdu tout intérêt à l'action, puisque de toute façon, il n'utilisait pas d'éponge pour se baigner dans l'étang. Ainsi, Lily Lapin a dû ensuite suremployer les éponges afin de maintenir un taux de chômage assez bas dans la Lily Maison. Comme vous vous le rappelez probablement, Lily Lapin a été légalement élu président et il s'inquiétait du taux de chômage, ce qui pourrait servir de bon exemple à d'autres présidents. Si vous vous inquiétez du taux de chômage, vous ne pouvez pas vous inquiéter de toute autre chose. Le taux de chômage est maintenant le nouveau dieu des politiciens. Vous pouvez tricher, mentir, voler, avec soin. Si le taux de chômage monte, vous êtes politiquement mort. Comme nous l'expliquions par le passé, chaque individu sain doit travailler, et peu importe s'il travaille comme une éponge et nettoie quelqu'un. Peu importe d'ailleurs qui savonne qui. Le savonneur et le savonné sont des employés. Ainsi, après avoir été libéré de ses responsabilités officielles, l'ancienne éponge a transmis ses droits de lavage de Lily Lapin à sa plus jeune collègue, la nouvelle éponge de Lily Ours, et s'est occupée d'écrire cette poésie. Vous avez pris ma santé, comme une tasse de thé. Pour vous, c'est le passé. Pour vous, je suis mort. Mon savon a été séché. Vous m'avez laissé, pour ne pas perdre, au moins, l'espoir du bonheur. Mademoiselle Éponge a regardé par la fenêtre de la salle de bain, et, fumant une longue cigarette pour dame, elle a terminé le dernier couplet. Laissez-moi seule, c'est mon dernier vol. Dans les nuages du savon, plus rien ne sera bon. Lily Lapin écoutait et posait parfois des questions provocatrices qui pouvaient irriter n'importe quel poète. Mademoiselle Éponge, les éponges peuvent-elles voler ? Laissez-moi seule, répondait Mademoiselle Éponge, très énervée. La mélancolie de Mademoiselle Éponge s'est accrue chaque jour. Elle estimait qu'elle était constamment abaissée par la force insurmontable et intransigeante de la gravitation terrestre. Elle s'est mouillée, a doublé de volume, tombant ainsi lourdement sur le plancher, arrachant du même coup le crochet sur lequel elle était suspendue. Elle s'est alors investie dans l'art de l'autoportrait, mais ce ne fut pas une grande réussite. Lily Lapin a commencé à s'inquiéter pour Mademoiselle Éponge. Il l'a montré au célèbre thérapeute, le psychologue Néophredopée, docteur Cercueil, qui a émis l'idée qu'il n'est pas nécessaire de tenir à l'intérieur ce qui peut rester dehors. Ses livres sur la psychologie du néophredopétantisme étaient déjà un réel succès. Dans le bureau du psychologue, Mademoiselle Éponge a gémi, puis libéré quelques bulles de savon. Le docteur Cercueil, qui était gai en raison de son devoir, a proposé à Mademoiselle Éponge de voyager, mais elle a simplement objecté. « Laissez-moi seule. » L'épouse du docteur Cercueil tenait la seule agence de voyage en ville. Et pour des raisons inexplicables, tous les patients du docteur Cercueil recevaient une recommandation de voyager. La thérapie proposée était souvent de faire un tour du monde en Concorde supersonique afin de guérir plus vite. L'épouse du docteur Cercueil ajoutait au pack guérison un petit détour autour de la Lune à un prix astronomiquement bon, car ce corps céleste contenait des vitamines virtuelles très efficaces. Mademoiselle Éponge a essayé d'entretenir le docteur Cercueil sur son enfance malheureuse, alors qu'elle était maintenue au sec dans un magasin sombre, sans voir une seule gouttelette de savon pendant plus d'1 année et demie. Cependant, le docteur Cercueil n'a pas voulu l'écouter. Déçue, Mademoiselle Éponge n'a pas suivi ses conseils de voyage, se contentant de demander à voir le nouveau livre du docteur Cercueil, « Laissez tout dehors », et qui, pour donner plus de crédibilité à son livre, le vendait à un prix très spéculatif. Pourquoi des psychologues sont-ils toujours insatisfaits de ce que nous payons pour leurs séances ? Pourquoi essayent-ils toujours de nous vendre en plus leurs livres ? Peut-être parce que les écrivains essayent toujours de vendre leurs conseils psychologiques dans leurs livres.
Il y a une concurrence constante entre les psychologues et les écrivains. Lequel des deux fait le plus de profit? En tout cas, les psychologues et les écrivains sont très dangereux. Parfois ils sont ambitieux, avides et impulsifs. Les écrivains ne lisent pas. Ils disent toujours « Je ne suis pas un lecteur, je suis un auteur ». Et les psychologues ont une vie personnelle malsaine. Pourquoi quiconque serait-il heureux si moi je ne le suis pas? Vous pourriez dire « Vous n'êtes probablement pas psychologue ». Mais évidemment, vous êtes un auteur. Pourquoi dites-vous de telles choses? Je ne sais pas. Peut-être suis-je un bon auteur, parce que j'essaye d'être honnête? Je sais déjà ce que je vais acheter sur mon prix Nobel de littérature. Ce sera un nouvel aspirateur. Cet instrument a un nom très trompeur. Si vous espérez un aspirateur, vous devriez l'appeler espérateur. Vous pourriez demander « Et pourquoi je parle d'aspirateur maintenant ?» Bien, si vous êtes un bon auteur, vous ne vous inquiétez pas de ce que vous dites. Une parole juste ne vient jamais de l'esprit. Mademoiselle Éponge n'a pas acheté le livre. Elle a simplement quitté le psychologue en se disant qu'elle était malade et allait bientôt mourir. À la télévision, elle a vu une publicité sur une éponge avec un pantalon cintré et qui parlait. Maintenant, elle pense que toutes les éponges sont comme des personnes. Elles ont un pantalon, un cerveau et même une âme. Lily Lapin a décidé de distraire Mademoiselle Éponge de ses tristes pensées. Il lui a acheté des fleurs, mais elle a eu une réaction tragique. Gardez ces fleurs pour l'enterrement. Je n'ai pas d'enfant, et je ne sais pas qui pourra mettre quelques fleurs sur mon tombeau. Lily Lapin a compris que Mademoiselle Éponge était triste parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Alors, il lui a apporté un animal domestique, de sorte qu'elle prenne soin de lui et oublie sa dépression. Cet animal était une mouche. Une mouche un peu potelée, que Mademoiselle Éponge n'a pas voulu prendre avec elle, car c'était une mouche à merde qui n'était pas très propre. Finalement, cette mouche a été rejetée en clinique de réhabilitation, car elle a été attrapée fumant un joint de thé vert, un puissant aphrodisiaque illégal pour des mouches. Ainsi, Mademoiselle Éponge s'est retrouvée de nouveau seule. Ses poésies sont devenues de plus en plus tristes. Des maux de tête sont apparus. Elle ne pouvait plus dormir. Elle a longuement souffert de la sécheresse, et, mon Dieu, Mademoiselle Éponge a commencé à perdre des petits morceaux. Les vents secs de la mort me déchirent une pièce. Je ne serai pas heureuse. Je ne serai pas heureuse. Me rendre humide, est-ce votre art? Rendez-moi alors savonneuse, pour une dernière fois. Quand Lily Lapin a entendu cette poésie, il a commencé à pleurer, et a immédiatement savonné Mademoiselle Éponge. Mais Mademoiselle Éponge a embroché le savon et a crié qu'elle ne voulait pas d'un savon terreux. Elle avait besoin d'un savon spirituel. Lily Lapin ne comprit pas grand-chose de cette âme faible d'éponge. Il était très inquiet pour la santé de Mademoiselle Éponge. Et il l'a aidée à se parer de son voile préféré, fait à partir du papier toilette, sans lequel elle ne sortait jamais de la salle de bain. Il l'a ensuite instamment transportée chez le docteur Morrapide, qui lui a fait un IRM spongieux grâce à l'injection d'un shampoing contrastant dans l'artère spongiforme. Mademoiselle Éponge a été diagnostiquée avec la mélancolie généralisée des éponges, la MGE, et l'insuffisance chronique de savon, la ICS. La conclusion est tombée comme un couperet. Interdiction formelle d'écrire des vers. Mademoiselle Éponge a immédiatement demandé à voir un prêtre. Vous ne savez peut-être pas, mais les éponges sont très religieuses. Le destin de Mademoiselle Éponge a été décidé le matin du jour suivant, quand, après l'admission dans le confessionnal de la salle de bain, elle fut préparée à quitter ce monde imparfait, où la propreté n'est plus obligatoire. Heureusement, ce matin-là, Lily Lapin avait noté que Lily Ours était très amorphe, après être restée trop longtemps allongée. Une solution drastique s'imposait. Oubliant dans quel état se trouvait Mademoiselle Éponge,
Il la saisit par la taille et se précipita sur Lily Ours pour l'obliger à prendre un bain savonneux. Étonnamment, Mademoiselle Éponge a aussitôt récupéré tous ses moyens, et elle ne fut plus jamais malade. Chapitre 4. Lily Lapin et sa névrose. C'était une nuit très sombre. Tout était silencieux dans la Lily maison. Seule l'horloge du grand-père ne dormait pas, parce qu'elle avait dormi toute la journée, et elle marchait silencieusement autour de la maison. Les chats ronflaient à l'unisson, et le chausson gauche de Lily Lapin avait un sommeil agité. On pouvait l'entendre murmurer. Distribuez la richesse, distribuez. La vieille horloge dégustait de temps à autre la crème aigre-douce dans le réfrigérateur de Lily Lapin. Peut-être ne saviez-vous pas que toutes les horloges ont besoin de produits laitiers frais? Sans eux, elles commencent à se battre entre elles avec leurs pendules. Heureusement, les produits laitiers calment leurs ardeurs. Ayant fini une crème, l'horloge de Lily Lapin regarda l'affichage électronique du four micro-ondes en maugréant. « Dieu du ciel, protégez-moi ! Il est 3h23 et j'ai encore tant de tic-tac à faire pour finir ma nuit. » La vieille horloge du grand-père était désespérée de voir qu'elle était si vieille qu'elle ne pourrait plus compter le temps par elle-même, obligée qu'elle était d'utiliser l'affichage digital d'un micro-ondes pour s'affranchir du temps. La démarche lourde, l'horloge passa par la salle à manger, puis elle s'essuya d'un torchon son cadran fatigué et sali avec de la crème aigre-douce. Bang! A sonné l'horloge de Lily Lapin. Comme d'habitude, elle sonnait sans se dépêcher, et les intervalles entre les coups étaient parfois si longs que personne ne pourrait savoir si un bang sonné était relié à l'heure précédente ou déjà à la prochaine. L'horloge de Lily Lapin a écouté le silence. C'est bon, je n'ai réveillé personne. Même la chatte Basia ne s'est pas réveillée, bien qu'elle se soit endormie sur la couverture du vieux piano à queue dans la salle à manger, juste à côté. L'horloge soupira. Un tic, puis un tac, en admirant le piano. Lily Ours avait laissé traîner les notes de musique. Le piano rêvait que son ami arrive enfin à jouer complètement la nocturne de Chopin, que ses cordes n'avaient plus réussi à jouer depuis au moins un demi-siècle. Lily Ours jouait souvent des mélodies de sa propre composition, mais elles étaient toujours tournées sur des chants soporifiques d'ours. Du style « Un petit ours en balade ». Il suffisait alors d'une pause entre deux bangs pour que l'horloge s'effondre contre le mur dans un profond sommeil, de sorte que le lendemain, Lily Lapin n'arrêtait pas de se plaindre. Pourquoi cette horloge ne fonctionnait pas des jours entiers, alors qu'elle continuait à émettre pudiquement son tic-tac et se gavait de crème aigre-douce avec du fromage blanc toute la nuit. La maison était toujours plongée dans son profond silence, interrompu seulement une fois par un cri ensommeillé de Lily Ours. « Terre !» Il devait encore être en train de rêver du roman de Jules Verne, dans lequel il était marin-ours et voyageait à bord d'un vrai bateau. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. Toc, toc, toc. Lily Lapin se réveilla aussitôt. Il n'était pas étonné puisqu'il arrivait fréquemment que ses voisins frappent la nuit, demandant en toute innocence un oignon ou des lunettes de soleil. Lily Lapin a réveillé ses deux chaussons parce qu'il ne voulait pas marcher nu-pieds en pleine nuit. Il a pris l'oignon sur la table de nuit qu'il avait préparée ainsi que les lunettes de soleil et, sans la moindre irritation, a murmuré « Qui cela peut bien être ?» Bien sûr, ce devait être son adorable voisin, Monsieur Pressure, qui, la nuit, pressait du bouleau avec des pelures d'oignons frais pour étouffer et en soutirer du sirop d'érable. Les lunettes de soleil étaient nécessaires pour que l'oignon ne fasse pas pleurer Monsieur Pressure, car ce dernier n'aimait pas pleurer lui-même, préférant faire pleurer les autres quand c'était nécessaire. Excepté cela, c'était un monsieur très plaisant en ses premières années de retraite. Vous pensez probablement que le voisin de Lily Lapin était un individualiste retardé en attente d'internement dans un hospice? Eh bien, vous allez être étonné du contraire. Toute sa vie, l'homme a fait d'honorables affaires
et il a dupé simplement son monde autour de lui, comme le font bon nombre d'entre nous, la majeure partie du temps. Il n'est donc pas nécessaire de tirer des conclusions prématurées. Ne ricanez pas. Pourquoi aurait-il besoin de lunettes de soleil la nuit? C'est pathétique. Vous êtes pathétique vous-même, si vous vous précipitez pour sauter sur des conclusions hâtives. Il est nécessaire de respecter son travail, particulièrement quand on est promptement récompensé par une superbe petite fiole de sirop d'érable, que le voisin reconnaissant avait l'habitude d'apporter comme cadeau, marque de son amitié. Lily Lapin l'offrit à Lily Ours et n'était pas plus incommodé que cela par ses petits dérangements nocturnes. Mon lecteur honorable, s'il vous plaît, ne commencez pas par dire « Voyons, vous ne pouvez pas tirer du sirop d'érable d'un bouleau, même avec des oignons. Peut-être, diriez-vous également, que les horloges ne mangent pas la crème aigre douce? Alors, s'il vous plaît, dans ce cas, refermez le livre, car maintenant commence le plus intéressant et le plus incroyable. » Est-ce que j'ai dit que toutes les histoires de ce livre sont basées sur les faits véridiques? Croyez-moi, ce sont souvent les plus incroyables. Lily Lapin a ouvert sa porte. Alors, vous voyez que j'ai raison. Ce n'était pas Monsieur Pressure. Il a aussitôt caché l'oignon et les lunettes derrière son dos. Sur le seuil se tenait la névrose de Lily Lapin. « Avez-vous arrêté la théière ?» a-t-elle demandé avec impatience. « Oui, » a répondu Lily Lapin, et il a refermé la porte. Après avoir laissé les lunettes de soleil et l'oignon près de la porte, au cas où Monsieur Pressure viendrait plus tard, Lily Lapin est retourné vers sa chambre à coucher, en passant par la cuisine pour contrôler la théière. Tout était parfait. Il a haussé les épaules. À peine Lily Lapin avait-il fermé les yeux qu'on frappait de nouveau à la porte, plus nerveusement et avec insistance, cette fois-ci. Lily Lapin a sauté du lit en pensant. C'est probablement un autre voisin, Monsieur Boutonneux. Monsieur Boutonneux collectionnait les boutons et il venait régulièrement en chercher la nuit, car il avait peur d'en louper si quelques-uns venaient à fuguer au petit matin. Lily Lapin a pris un sac de boutons qu'il avait préparé en bas de l'escalier et ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait de nouveau sa névrose. « Vous m'excuserez, monsieur Lily Lapin, » commença-t-elle très poliment, mais contenant avec difficulté une certaine agitation. « Avez-vous couvert vos fleurs? Elles peuvent sécher pendant la nuit. »« Non, elles ne sécheront pas, » déclara Lily Lapin en s'apprêtant à refermer la porte. « Pendant la nuit, le soleil ne brille pas. »« Et si une supernova venait à éclater tout près ?» Lily Lapin s'est alors souvenu que Lily Ours lui avait parlé d'une supernova qui habitait non loin de la Voie lactée. Il a alors serré avec ferveur la main de sa névrose, et ils sont allés tous deux dans le jardin pour couvrir les fleurs d'un tissu efficace contre les puissants rayonnements. Après avoir rempli leur mission, ils se sont souhaités bonne nuit, et Lily Lapin est retournée dans son lit. Tandis que Lily Lapin sombrait de nouveau dans un profond sommeil, satisfait d'avoir contrôlé la théière et abrité les fleurs, il a de nouveau entendu des coups sur la porte. Cette fois, les coups étaient si puissants qu'il est tombé du lit. Le souffle court, sans chaussons, il a couru, affolé, et a ouvert la porte. C'était encore sa névrose. Ses cheveux étaient réduits en lambeaux, et ses petits yeux malheureux furetaient malicieusement dans l'obscurité. « Vous avez oublié votre portefeuille au marché !» a rugi la névrose. Sans vérifier la véracité de cette affirmation, Lily Lapin a sauté dans sa voiture et ils sont partis sur les chapeaux de roue au marché. Ils n'y ont pas trouvé le portefeuille. Il y avait partout des montagnes de coquilles vides et d'écrous que l'économie totale avait dévorées par erreur après sa conversation du matin avec Lily Lapin. Lily Lapin est retourné à la maison où il a trouvé son portefeuille. La névrose de Lily Lapin a poliment présenté ses excuses et, avec respect, a quitté la maison, promettant de ne plus le tracasser. Fermement résolu à ne plus se laisser envahir par sa névrose, Lily Lapin s'est enfoui à nouveau dans son lit douillet, mais dès qu'il s'est gentiment enveloppé dans sa couverture, quelqu'un a commencé à gratter sur la fenêtre. Lily Lapin a pensé que c'était un de ses chats, échappé tandis qu'il partait en trombe au marché. Imaginant qu'un renard affamé pouvait manger son chat, Lily Lapin s'est avancé jusqu'à la fenêtre et l'a ouverte. Il a appelé le chat, mais c'est le museau de sa névrose qui est apparu. « Avez-vous nourri le hamster ?»
Le hamster est parti depuis bien longtemps dans un autre appartement, s'est insurgé Lily Lapin en claquant la fenêtre. Malgré tout, il a couru en bas vérifier s'il y avait assez de nourriture dans le réfrigérateur, au cas où le hamster reviendrait inopinément. Retournant derechef se faire bercer dans les bras de Morphée, Lily Lapin s'est enfoncé dans son lit, mais soudain, dans la cheminée de sa chambre, il a entendu un bruit sourd. Il s'est aussitôt redressé, tandis que sa névrose est tombée dans les cendres refroidies. « N'estimez-vous pas qu'il y a comme une odeur d'oxyde de carbone dans l'air » demanda celle-ci. Lily Lapin était un lapin instruit, et il savait que l'oxyde de carbone n'avait pas d'odeur. Mais il a néanmoins redressé son nez pour renifler. « Non, je ne sens rien » a-t-il dit nerveusement, en refermant le pare-feu sur sa névrose. Après avoir ouvert toutes les fenêtres par mesure de sécurité, Lily Lapin a décidé d'aller s'enfermer dans la salle de bain pour finir sa nuit. Malheureusement, juste comme il s'apprêtait à déposer une serviette dans la baignoire, il aperçut sa névrose reposant au fond, les jambes croisées et les mains sous la nuque. « Pourquoi avez-vous ouvert toutes les fenêtres » demanda-t-elle. « Lily Ours risque d'attraper froid. » Lily Lapin a remis la serviette à sa place et s'en est allé refermer toutes les fenêtres. Cependant, la névrose de Lily Lapin ayant passé trop de temps dans la salle de bain, elle était complètement humide, et il était nécessaire de l'essuyer avec une serviette sèche, puis de la réchauffer avec un thé bouillant parfumé aux framboises. En attendant que le thé soit prêt, la névrose de Lily Lapin claquait des dents. « Et si votre plafond s'émiettait » a-t-elle demandé nerveusement. Le Lily Lapin a aussitôt étayé son plafond. « Et si une météorite tombait soudainement » Lily Lapin est monté pour attacher un immense airbag sur le toit, afin d'amortir un éventuel impact. Ainsi, tout cela n'arrêta pas jusqu'au matin. Et si, et si, et si. La nuit suivante, Lily Lapin a pris des somnifères et s'est enveloppée confortablement dans son couvre-lit. La névrose de Lily Lapin s'est ennuyée toute la nuit dans la cavité du vieux chêne qui se déployait dans l'arrière-cour de la Lily Maison. Puis, elle a fini par s'endormir. Au petit matin, quelqu'un a frappé sur le vieux chêne. C'était Lily Lapin. « Avez-vous vérifié que les racines du chêne étaient bien ancrées dans la terre » a-t-il demandé, le regard espiègle. « Bienvenue au club !» Lily Lapin et sa névrose ont décidé de faire la paix et ils se sont embrassés. La nuit suivante, Lily Lapin a donné du lait chaud avec du miel à sa névrose pour l'apaiser, et cette dernière a passé la nuit dans le panier du chat d'or qu'il n'utilisait pas car il dormait n'importe où dans la maison. La névrose s'est assagie quelque temps avant d'aller embêter le voisin, un certain monsieur Pressure, qui, bientôt fatigué et démoralisé, ne songea plus à tirer du sirop d'érable de ses bouleaux. Chapitre 5 Lily Lapin et les poissons 007. C'était un matin ordinaire dans la maison de Lily Lapin. Comme d'habitude, Lily Ours avait reçu l'amitié du taureau en peluche, qu'il avait gagné dans le Texasistan, le pays des taureaux en peluche. Quand Lily Ours avait obtenu ce taureau en peluche, il s'était engagé contre lui dans un combat de taureaux appelé corrida. À la demande de Lily Ours, le taureau en peluche tombait dès qu'il était compté 3, en criant « Ouf !» Alors, Lily Lapin dansait pour Lily Ours la vraie danse du flamenco. Lily Ours applaudissait avec excitation, et Lily Lapin criait « Bravo !» La seule chose qui était ennuyeuse ce matin-là, c'était que Lily Lapin avait prévu d'aller pêcher, et il avait dansé le flamenco 2 fois plus vite que d'habitude. Lily Ours avait lancé des applaudissements si intenses, et ses pattes étaient devenues si chaudes, qu'il avait dû souffler dessus pour les refroidir. Le taureau en peluche était allé silencieusement se reposer sur le tapis moelleux, essuyant au passage quelques commentaires et critiques innocentes de la part des autres peluches, qui trouvaient ses combats chaque matin plutôt singuliers. Mais nous pouvons comprendre. Lily Ours se lançait avec le taureau en peluche dans l'arène, seulement pour que Lily Lapin danse le flamenco. Et Lily Lapin refusait de danser à n'importe quelle heure de la journée, parce qu'il était très occupé. Mais comme Lily Ours gagnait contre le taureau en peluche chaque matin, Lily Lapin ne pouvait pas refuser de danser, car, selon la tradition qui avait été conservée inchangée pendant des siècles, il fallait danser le flamenco pour tous les gagnants des corridas. La veille,
Lily Lapin avait obtenu une information secrète de son agence d'intelligence située dans son Lilac. En effet, Lily Lapin possédait une agence bourrée de poissons 007 qui était si secrète que lui-même avait perdu sa trace. Mais, heureusement, l'agence d'intelligence continuait de fonctionner et lui envoyait des informations valables sur le temps et les meilleurs endroits où Lily Lapin pouvait semer, pêcher ou faire les courses. Les recommandations étaient très fiables, mais il était très difficile d'obtenir l'information principale que Lily Lapin attendait, à savoir l'endroit où étaient cachés les dangereux poissons 007, du contre-espionnage que le Lily Lapin avait presque réussi à pêcher. Une fois, en passant 24 heures caché dans une tache droite devant le nez d'un poisson 007 agent double, et la deuxième fois, en leur offrant des vacances dans un appartement spécial sous la mer Morte. Seuls les poissons amis, spécialement équipés, pouvaient survivre dans ce lieu inhospitalier. Malheureusement, une fuite a dû se produire, car ce jour-là, la mer Morte était vide. Lorsque Lily Lapin a obtenu l'information que des poissons 007 du contre-espionnage étaient arrivés dans le Lilac, il a décidé d'agir rapidement. Certes, les activités terrifiantes des poissons contre-espions 007, pour parler franchement, n'avaient rien de terrible, mais il fallait agir. Lily Lapin a donc décidé de jouer franc jeu avec eux. Écoutez maintenant. S'il était permis à Lily Ours de s'engager dans une corrida avec le taureau en peluche chaque matin, pourquoi Lily Lapin ne pourrait-il pas jouer franc jeu avec les dangereux espions qui jouaient double jeu? En effet, les contre-espions poissons 007 travaillaient simultanément pour deux agences d'intelligence ennemies, l'agence maritime et l'agence sous-marine. C'était probablement juste le fruit de l'imagination fantasque de Lily Lapin, mais il était très inquiet. Vous pourriez maintenant dire que ce n'était pas un fruit, mais un mauvais légume de son imagination. Mais alors, Lily Lapin deviendrait vraiment sérieux. Car attention, quand un lapin tombe nez à nez avec une carotte, cela devient vraiment très sérieux. Mon lecteur rigoureux pourrait dire que mon héros se fait un peu duper sur les bords, et que je suis dupé avec lui, que mon texte a trop de mots, et que peu d'entre eux vous touchent vraiment. Vous pourriez dire aussi qu'il y a probablement quelques mots émouvants en mon texte, mais qu'il est difficile de les trouver, particulièrement après que vous ayez perdu tout espoir et jeté mon livre sous le sofa. Maintenant, imaginez que vous êtes chez vous, juste avant l'arrivée de vos invités. Rendons un hommage stupide à cette tradition idiote du ménage global avant l'arrivée des invités. Simplement pour leur permettre de salir de nouveau, alors que c'était déjà le cas. Et, faisant quelques découvertes étonnantes sous votre sofa, parmi les articles non identifiés, comme une robe, un reste de pomme qui a essayé d'être mangé pour être consommé avant l'aube de la dernière crise économique, vous trouviez mon livre. Vous l'ouvriez aléatoirement à cette même page, lisiez mes longues phrases, deveniez fâché de nouveau, et le jetiez encore sous le sofa, perdant tout espoir de trouver tous les mots émouvants dans mon livre, énumérés dans un désordre alphabétique. Quel drame! N'invitez donc personne, ne faites pas le ménage, et lisez mon livre, ça vaudra mieux. Ayez pitié, vous pourriez trouver un hameçon pour repêcher votre âme si vous acceptiez d'écrire sur vous-même. Moi, j'ose. Vous pensez que je dupe le monde, mais tout le monde dupe tout le monde. Vous-même dupez autour de vous quand vous nettoyez chez vous avant que les invités n'arrivent. Vous vous dupez également vous-même quand vous ne lisez pas mon livre et le jetez sous le sofa. Mais vous dupez votre entourage, même si vous lisez mon livre et découvrez les mots émouvants. Je peux facilement démontrer que le monde entier dupe sans interruption autour de lui. Regardez les visages des chefs les plus sérieux à la télévision. Ils sont si sérieux et impénétrables, mais ils semblent prêts à se retourner pour éclater de rire. Est-ce que cela vous étonne? Le monde dupe depuis toujours. Lisez l'histoire du monde de ce point de vue. Naturellement, vous trouverez beaucoup de raisons économiques, de luttes idéologiques et d'intérêts, mais le résultat est inférieur à l'attente, et il y a toujours un grand imbécile qui a dupé son monde. Regardez Alexandre le Grand, Napoléon,
et lisez l'histoire entière en cherchant par votre analyse où se cache la duperie. Vous détecterez facilement que la duperie sert de base finale à tous les développements historiques de l'humanité. Mais la plupart des empêcheurs de tourner en rond sont des imbéciles professionnels malgré leur intelligence. Et ils obtiennent le sommet de leur puissance en dupant les amateurs autour d'eux toute leur vie. Le SI, Service intelligent, est le seul département d'État qui dupe tout à fait officiellement. Dans quel autre département d'État pouvez-vous rapporter les dépenses d'une nation de putains, faire un sondage sur la bière et le whisky, ou l'étude du peuple afin de rassembler sur lui les informations les plus intimes de sa vie privée, qui est assez grise comme chacun sait? Qui peut classer des comptes rendus au sujet des réunions secrètes et les archiver soigneusement pendant des décennies avec l'accès classé défense? Ils doivent édulcorer l'évidence de leur duperie en nettoyant la source d'information. Les options pour le faire sont abondantes. Vous pouvez choisir dans la liste. Assassinat, ou avec plus de précision, annihilation, asphyxie, coup de poing, bosse au front, boucherie, crucifixion, expédition, noyade, vidange, électrocution, suppression, effacement, exécution, extermination, extirpation, finition, coups et blessures diverses, liquidation, lynchage, massacre, meurtre, neutralisation, empoisonnement, polissage, déportation en Chine, abattage, étouffement, étranglement, suffocation ou défiguration. Quoiqu'il charge le gouvernement pour toutes ces activités colorées, la majeure partie du temps, vous serez étonné de trouver un individu innocent destiné à mourir d'une manière la plus brutale et la plus horrible. Les services d'intelligence continuent à prospérer en dépit de toutes les menaces mentionnées ci-dessus. Il y a certaines des erreurs qui se produisent, comme partout, mais ils peuvent juste truquer le rapport de la liquidation et dépenser l'argent en bière supplémentaire. Tandis que les officiers de l'intelligence approchent les piétons innocents dans la rue pour rassembler sur eux des informations valables, des avions s'écrasent sur les gratte-ciels, des bâtiments explosent et des terroristes prennent des otages. Mais ce n'est pas un problème du tout, parce que les documents sont en règle et soigneusement archivés. Les documents sont le plus sûr moyen de prouver que tout est très bien dans l'ordre et dans les règles. Nous ne pouvons pas critiquer les services de l'intelligence, parce que nous pouvons voir seulement leurs échecs. Nous ne savons pas combien de tentatives de terroristes ont été empêchées. Peut-être en ce moment même, quand vous posez vos fesses sur le sofa en lisant ces lignes, un officier anonyme de l'intelligence sauve-t-il le monde. Le monde tient dans des mains souillées de sang, au bord d'un précipice très profond, et l'officier de l'intelligence essaye de le sauver, tandis que nous sommes assis ici, sur le sofa, et que nous ne savons rien de ce qui se trame. Le seul résultat de cette opération qui demeurera dans l'histoire sera un minuscule reçu froissé, ou un billet de train dont nous ne connaîtrons même pas la vraie destination. Pourtant, s'il n'y a qu'un seul billet, cela signifie qu'il n'a pas fait le voyage de retour. Je me demande toujours ce qu'il n'a pas fait. Et s'il y a un billet de retour, cela ne signifie rien de toute façon. Enfin, juste que le monde a été sauvé. Si le monde n'est pas sauvé, nous ne le saurons pas, parce que nous mourrons tous immédiatement. Vous dites que les services de l'intelligence ne dupent pas professionnellement? Oh! C'est un monde rempli de reçus de bière payés par le budget du gouvernement, qui se déplace en avant quand vous devez aller vers l'arrière, manœuvre vers la gauche quand vous avez besoin de lui à droite, et vice-versa. C'est doublement compliqué. Un triple ou quadruple jeu dans un monde multipolaire où tout le monde est simultanément bon et mauvais, et tout le monde perd la voix pour savoir qui travaille, qui paye qui, et où nous devrions tous courir parce que l'intelligence pénètre partout. Ils ont un appétit féroce, et ne souffrent d'aucune dignité habituellement amputée par chirurgie cosmétique pour chaque spectre sur le compte du gouvernement. N'avez-vous pas su que la dignité est désormais occupée par des cabinets de consultation cosmétique? Précédemment, la dignité était un organe interne, mais maintenant, elle a tellement gonflé qu'on la considère comme organe externe qui peut considérablement déshonorer la face
le visage et autres parties du corps. C'est pourquoi ils ont commencé à stigmatiser les personnes ou à amputer les taupes de leur dignité pour les empêcher de s'écarter de la voie souhaitée sous la forme d'une certaine honnêteté où le monde moderne est considéré comme une maladie maligne. Je ne veux pas dire l'honnêteté de l'imbécile bénin. Dans la majorité des citoyens des sociétés occidentales riches, on commence par se montrer nu, sans les sous-vêtements spéciaux qui représentent l'honnêteté. Cela s'appelle le nudisme honnête. Ce nudisme honnête peut vous rendre malade, et il n'a rien en commun avec une véritable honnêteté maligne, parce que l'honnêteté bénigne se développe en dehors des autres types de tissus, et elle forme une partie de la glande lâche, qui est située dans la région de la face d'âne du corps humain. L'honnêteté vraie se développe dans son âme, qui est l'organe destiné à l'extraction chirurgicale, comme dans l'âge le plus jeune. Je suis désolée de vous occuper avec toutes ces descriptions médicales que vous ne comprenez sans doute pas, mais ça vous donne une idée de la complexité des choses. Si vous avez déjà votre honnêteté et une âme fixée, vous pouvez sauter par-dessus ce passage. J'ai une écriture qui, pour ceux qui ont toujours ces dispositifs dangereux sur leur corps, pourrait être fatale, non seulement pour eux-mêmes, mais pour notre société dans son ensemble. Certes, j'aurais pu vous avertir avant, mais alors vous n'auriez pas lu ce passage, ce qui n'est quand même pas le but. Lily Lapin a chargé tous des équipements sur son bateau-remorque que le capitaine Nemo avait construit spécialement pour lui à partir de l'excédent gauche des pièces de rechange de la construction de son bateau, le Nautilus, et qui a été assemblé dans divers docks de par le monde. Lily Lapin a réglé la voile et le bateau, et est parti pour les hautes mers, qui étaient dans ce cas-ci un haut lac. Il était allé pêcher seul, parce qu'il avait toujours pris l'habitude d'effectuer seul les tâches les plus difficiles. Selon le code de l'honneur de tous les espions, il faut travailler seul pour s'épargner la nécessité de tuer tous les témoins. Chaque espion qui reçoit son diplôme se doit de jurer cette phrase mythique. Si vous avez une tâche à faire, allez la faire vous-même. Lily Lapin sait se diriger sans encombre sur un domaine nord-sud-est-ouest. Cela semble impossible pour un lapin ordinaire, mais c'est très commun dans le monde des espions. Il suffit simplement de se dédoubler et de tourner la tête dans différentes directions. Se dédoubler est une fonction très importante pour n'importe quel espion, parce que si vous ne vous dédoublez pas des autres, ils vous prendront tout et vous laisseront sans rien. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les poissons 007 étaient prêts pour l'attaque. Il est vrai que ce poisson est un poisson ordinaire, mais après des années passées à se cacher du lapin fou, surnom de Lily Lapin alloué par les poissons dans le privé, ils ont appris de nombreuses méthodes d'espions et ils ont recruté toutes les taupes de la pelouse de Lily Lapin parce qu'il avait indiqué qu'elles étaient des taupes, même si elles s'habillaient comme des poissons. Elles n'ont pas eu besoin de défier leur incapacité à voir, car elles utilisaient des lunettes de soleil spécialement adaptées à leur vision clairvoyante. Les taupes travaillaient en vase clos, et elles ont appris que Lily Lapin avait obtenu des informations concernant l'endroit où étaient cachés les poissons 007. C'est alors qu'elles ont eu une idée de génie. Elles ont immédiatement changé le nombre écrit sur le côté des poissons. Les taupes ont léché et frotté les 007 jusqu'à ce qu'ils soient effacés, et elles ont écrit le nouveau nombre, 008. Cette action était très astucieuse, parce que les poissons 007 pouvaient ainsi, sans s'inquiéter, se promener partout près du rivage. Mais Lily Lapin n'était pas un idiot. Il a flairé cette manœuvre de dupe, a sauté du bateau et attrapé les poissons 007, 008 avec son filet. Lily Lapin n'était pas un ingrat. Fort de sa victoire, il a laissé les poissons 007 se sécher et rester ensemble. Il leur a offert du thé avec des brioches lors d'un banquet avec tous les autres poissons et les habitants de la Lily Maison. Étaient bien sûr présents Lily Ours dans son gilet de sauvetage, Lily Cathy, Lily Jacob, les 2 chaussons de Lily Lapin et les 2 perroquets. Seuls les chats n'ont pas participé à cette partie de thé parce qu'ils dormaient toujours. Mais de toute façon, généralement, pour des raisons personnelles de principe, les chats ne boivent jamais le thé avec les poissons. Et vous dites que l'intelligence n'est pas dupe. Chapitre 6. Lily Lapin et le gâteau au baies.
Il était une fois, Lily Lapin a fait cuire un gâteau au baies qui l'a rendu célèbre. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les travaux littéraires qui n'indiquent pas les différentes recettes des repas qu'ils mentionnent. Et puis, après 100 ans, comment les lecteurs pourraient deviner ce qu'a été ce repas particulièrement délicieux, mentionné ici et là? C'est la cause assurée de la déception complète des littératures classiques. Étant confiant que je vais devenir un auteur classique, je veux améliorer ce désagrément mineur de mes collègues, et je promets que dorénavant, j'essaierai toujours de vous donner les recettes détaillées de toutes les délicatesses mentionnées dans mes ouvrages ingénieux et éclairés, afin qu'ils ne suivent pas la même éternelle descente aux enfers des auteurs classiques. D'ailleurs, Lily Lapin a appris à faire cuire ce gâteau au baies au four de Hans Christian Andersen, qui habitait au Danemark alors que Lily Lapin visitait ce pays. Lily Lapin était venue sauver la fille qui vendait des allumettes la veille de Noël, pour l'empêcher de mourir du froid, comme cela sera écrit dans un des contes d'Anderson. Lily Lapin a rencontré M. Anderson, tandis qu'il regardait sans le savoir la fille en train de mourir. Heureusement, Lily Lapin est arrivé à temps, et il les a mis au courant de la suite. Anderson a invité Lily Lapin et la fille chez lui, et il leur a proposé son gâteau danois. M. Anderson a promis à Lily Lapin de s'occuper de la fille et de s'assurer qu'elle ne mourra pas de froid. Rassurée, Lily Lapin est partie. Malheureusement, la fille est morte quand même la nuit suivante, parce qu'Anderson a continué d'écrire son terrible conte de fées. Anderson savait pourtant qu'il allait écrire un classique, et il a volontiers sacrifié cette âme faible dans le saké de son succès éternel avec lequel il effraie toujours les nouvelles générations de la jeunesse innocente. Pourquoi les gens emploient-ils le décès des autres comme source de divertissement? Je ne vois rien d'amusant au sujet de la mort. À moins qu'elle se produise chez vous-même, vous serez aussi préoccupé par ce sérieux procédé qu'aucun film ou jeu d'ordinaire ne peut concurrencer. J'espère que ces lignes ne seront pas comprises comme une promotion pour des inclinations suicidaires. Je suis juste réaliste et n'utilise pas la mort des autres comme amusement. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas drôle. Mais revenons à notre gâteau. Je vous présente maintenant fièrement la recette. D'abord, faire cuire une coquille au goût âpre au four. Deuxièmement, répartissez à l'intérieur de la coquille et autour d'elle un mélange de pudding de vanille et du lait, ou de la crème, et laissez l'ensemble dans le réfrigérateur pour au moins 1 heure. Ceci fait, dispersez des baies au-dessus de manière décorative, à votre goût. Un jour, donc, Lily Lapin a fait cuire un gâteau aux baies dans un énorme four. Ce gâteau était si grand qu'il avoisinait la taille du budget annuel d'un petit pays que je ne nommerai pas ici pour certaines raisons qui seront expliquées dans la suite de l'histoire. Cela pourrait altérer la réputation de l'Organisation Unie d'Anéantissement, OUA, dont ce pays fait partie. Ce pays a été engagé dans de telles actions immorales que mentionner son nom, en vain, déstabiliserait l'ordre mondial. Et c'est la dernière chose que je veux faire parce que je ne suis pas tout à fait prêt à rechercher une autre planète pour vivre. Mais revenons à notre histoire. Lily Lapin a donc fait cuire son gâteau aux baies au four et l'a mise à refroidir sur le rebord de la fenêtre. C'est alors qu'est arrivé un drôle d'énergumène de ce même pays dont nous venons de parler plus haut et qui s'est emparé du gâteau. Toujours pour des raisons de politique politicienne, nous allons appeler ce pays le PVGB, le pays qui a volé le gâteau aux baies. Qu'en pensez-vous? Il a juste volé un gâteau, pas de quoi en faire un drame. Et comme ça, pas de souci. L'homme était si rapide que personne n'a eu le temps de réagir. Même Lily Lapin n'a pas eu le temps de clignoter. Quoique Lily Lapin soit un champion dans le clignotement artistique et qu'il aurait pu clignoter de manière professionnelle à très haute vitesse. Lily Ours et Lily Jacob ont pris l'homme du PVGB en chasse, mais il avait les pieds très longs. Il y a des États aux bras très longs, et vous ferez mieux de ne pas les irriter. Mais il y a des États dont les habitants ont les pieds très longs, et vous devriez alors faire attention, parce qu'ils peuvent vous voler quelque chose et courir vite. Évidemment, ce pays n'avait pas attribué de visa pour Lily Ours et Lily Jacob. Ainsi,
Quand ils sont arrivés devant la frontière nationale du PVGB, ils se sont trouvés le bec dans l'eau et sont revenus à la maison les mains vides. Au PVGB, il y avait de nombreuses arrivées par cette voie de ravitaillement. Mais cela ne plaisait pas à tout le monde. Un sondage a été effectué pour connaître l'attitude à adopter. Et voici le résultat. L'opinion publique des citoyens du PVGB a donné son appui à 55%. 35% ont pensé qu'il était nécessaire de voler autre chose. 8% étaient indécis. Et seuls 2% ont considéré à quel point il était illégal de voler le gâteau au baies. Mais ceux qui ont soutenu le projet ont expliqué en aparté qu'ils l'avaient fait parce qu'ils avaient peur de ne pas être considérés s'ils ne l'avaient pas assez soutenu, n'obtenant pas leur part du gâteau au baies avant d'être probablement tués, ce qui est également malheureux. Comprenez-vous ce problème ? La démocratie doit coller à la majorité, et si la majorité soutient le vol, le pays doit voler. Autrement, on ne le considère pas comme un pays démocratique. S'il ne vole pas, il agit contre la volonté du peuple, et cela fait de lui un État antipersonnel. Tout le monde a respecté la volonté des habitants du PVGB, d'ailleurs parce que les observateurs démocratiques internationaux ont assuré que ce pays était extrêmement démocratique, trouvant même, preuve à l'appui, que le nombre des voix pour était plus élevé que le nombre de citoyens du pays. L'État du PVGB a été considéré comme l'État d'un peuple souverain et le gouvernement a décidé de distribuer le gâteau au baies de l'île Lapin entre tous les habitants. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Comme nous l'avons mentionné, le gâteau au baies était plus grand que le budget annuel du PVGB. Et ce pays n'a pas été préparé pour de telles opérations financières. Et nous devons franchement dire qu'il n'était pas prêt pour une si grande responsabilité. Cette non-préparation a déclenché une guerre civile dans le pays. C'est ainsi, dans beaucoup de pays, vous n'avez pas besoin de beaucoup de raisons pour commencer une guerre civile. Il y avait deux contingents principaux, celui de la longueur et celui de la largeur. Ces deux parties étaient en désaccord sur la façon de couper le gâteau. La fraction de la longueur voulait couper le gâteau au baies en large, et la fraction de la largeur voulait le couper dans le sens de la longueur. Ce que les deux protagonistes n'ont pas réalisé, c'est que les deux coupes étaient identiques, puisque le gâteau au baies était rond. À leur corps défendant, même si cela pouvait paraître absurde, la raison était toute simple. Peu de temps après la réception du gâteau, les chefs du PVGB avaient déposé le gâteau au baies dans une banque suisse. Ainsi, aucun des chefs de guerre n'avait eu la chance de voir sa forme. Vous pourriez dire que tous les gâteaux au baies sont ronds, et qu'ils auraient dû le savoir, mais dans un endroit comme le PVGB, des gâteaux sont très rares, et l'objet le plus familier, c'est la brique. C'est pourquoi les termes longueur et largeur revêtent une importance capitale. De toute façon, peu importe, les deux protagonistes se détestaient, et s'ils avaient su que le gâteau était rond, c'est le nombre de baies dans chaque part qui aurait fait l'objet du conflit. D'ailleurs, les raisons de commencer une guerre ne manquent jamais, quand on y met de la bonne volonté. L'OUA est intervenue immédiatement. Elle a exigé que la guerre soit arrêtée et le gâteau au baies distribué à part égale parmi toutes les personnes. Mais l'État du PVGB ne s'est pas inquiété beaucoup des menaces qui ne pesaient de toute façon pas sur lui. Croyez-vous en l'OUA, mon cher lecteur ? Moi pas. Et je me demande qui peut y croire vraiment. Nous devons avouer que le PVGB a souvent été engagé dans des guerres lors des 50 dernières années. Voici une courte visite historique des guerres du PVGB. 1952-1958, la guerre de la demi-pomme mangée et 3 bouts de cigare fumés. 1958-1962, la guerre du sirop de citron. 1962-1964, la révolution de la saucisse. 1964-1968, la révolution des anti-saucisses. 1968-1969, la tomate massacrée. 1969-1978, la résistance des prunes. 1978-1985, le blocus d'accusations et d'abricots de pêche.
1985-1992, l'incident de la pastèque. 1992-1999, le conflit Fermez votre gueule. 1999-2004, le blocus du budget infidèle. 2005, présent, la guerre de l'Illigato au B. La banque suisse a été martyrisée par des attaques terroristes incessantes, et elle a secrètement annoncé à la presse qu'elle transférait l'objet du conflit, la cause réelle de cette guerre civile, le désormais célèbre l'Illigato au B, dans un pays qui puisse assurer sa sûreté, à savoir le pays le plus pourvu en compagnie d'assurance au monde, le PPPAM. Le président du PPPAM a commandé un coffre inviolable où le l'Illigato au B a été enfermé, et il a demandé à chacun de partir afin qu'il puisse examiner la cause de cette guerre civile. Le président a ensuite ouvert le coffre-fort et il est devenu livide. Il a poussé un râle désespéré. « Oh, mon Dieu !» En effet, le coffre était vide. Ou du moins, c'est ce qu'il a raconté. Car il n'y avait personne pour témoigner. Mais un président du pays le plus plein d'assurance au monde ne ment jamais, à moins qu'il n'y soit vraiment obligé. Jusqu'ici, personne ne sait qui a mangé le gâteau au B, parce qu'en fait, personne ne sait que le gâteau au B a été mangé. Évidemment, le président du PPPAM n'a pas laissé fuir cette information en dehors de son bureau carré. Le président a refermé la porte à clé et n'a pas déclaré le vol à ses compagnies d'assurance. Certaines mauvaises langues diront qu'il avait plus intérêt à faire perdurer le conflit que de toucher les primes d'assurance. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas un bon alibi pour prouver son innocence et empêcher la partie rivale de l'accuser d'avoir mangé la cause de la guerre civile. D'autres considéreront que le président était le dernier à avoir vu le gâteau entier. Le président dépensera le reste de ses jours et probablement toute sa fortune à essayer de prouver qu'il n'était pas celui qui a mangé le l'Illigato. Il est évident que la guerre civile est loin de finir, parce que personne ne connaît plus la raison de combattre. Le président du PPAM a sagement décidé que l'état de guerre était normal pour un État comme le PVGC. Et les raisons d'une guerre ne sont pas les plus importantes. Mais essayons d'analyser ensemble la situation. Vous dites que la cause primaire de la guerre est le peuple du PVGB ? Vous êtes fou ? Je suis désolé. Voulez-vous dire que toutes les personnes du PVGB sont mauvaises ? Dites-moi quelque chose. Êtes-vous contre le peuple ? Les personnes ne peuvent pas être mauvaises. Elles sont toujours bonnes. Peut-être le gouvernement est différent, mais le gouvernement fait juste ce que le peuple veut qu'il fasse. Pas toujours, certes, mais parfois. Peut-être la banque du PPAM devrait être blâmée. Mais que peut-on lui reprocher quand elle est victime d'attaques terroristes ? Le président du PPAM ne peut pas être blâmé de n'importe quoi, parce que cela vous coûterait davantage de le blâmer. Toutes les nations ont besoin de bonnes relations de travail avec le pays le plus plein d'assurance au monde. Et blâmer leur président ruinerait rapidement ce rapport, vous laissant avec un missile bien construit, visant votre cuisine comme marque d'appréciation pour vos efforts de fabrication. Bien, la conclusion est claire. Le seul que nous pouvons blâmer est Lily Lapin pour avoir cuit un gâteau au B en utilisant une balance économique disproportionnée. Sachez, braves gens, qu'il ne faut jamais péter plus haut que son cul. Et si vous vous chargez de faire cuire un gâteau au B au four, ayez au moins l'obligeance de le faire dans une balance économique proportionnée au peuple qui doit le manger, en prenant en compte les voleurs potentiels. Sinon, cachez-vous dans un bunker au fond d'un sous-sol et attendez la fin des conséquences. Veuillez ne jamais blâmer les politiciens qui sont les héros virtuels de notre ère. Ils travaillent dur pour s'assurer que nous sommes sûrs. Et s'ils cachent parfois des secrets dans des coffres-forts vides, c'est seulement pour notre propre intérêt.